Alors, j'ai écouté récemment Justine Barbier dans des conversations qu'elle a eues notamment avec Étienne Klein sur la, comment dirais-je, sur les idées, comment nous viennent les idées. Et j'ai trouvé que ce qu'elle disait était très pertinent. Elle connaissait bien son sujet, la conversation scientifique et aussi une émission qui s'occupe de philosophie, je ne sais plus son nom, c'est l'entretien philosophique, peu importe. C'est une femme qui a un esprit ouvert, qui a un visage ouvert, assez jeune, et je trouve elle est beaucoup plus intéressante que d'autres philosophes féminins comme bon, on pourrait pas citer, mais il y en a quand même plusieurs qu'on voit souvent, Adèle Van Rett, Jandine Mulman, Mazarine Pajot, Eliette Abécassis, etc., qui sont toutes agrégées de philosophie comme elle, mais elle, j'ai trouvé plus puissante que les autres. Ça ne fera pas de jaloux. Et alors, est-ce que ce qu'elle dit, c'est quelque chose qu'elle a vécu, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle a compris chez les hommes? Je crois que c'est plutôt la deuxième formule qu'il faut suivre, enfin bon, peu importe, j'en sais rien. Donc, oui, cette idée, comment fonctionne le cerveau du philosophe, du chercheur, du penseur. J'en ai déjà parlé, mais bon, j'y reviens. Euh, comment Bon, alors elle discutait avec Étienne Klein notamment, mais il y a eu d'autres émissions. Le fait de se donner tort à soi-même, c'est intéressant. Moi-même de se faire du tort en remettant en question ce qu'on a dit avant. Sans que ce soit l'autre qui nous remette en question, c'est comme si moi-même j'avais un autre en moi qui me remettait en question. Elle cite Montaigne qui dit j'ai fait ce livre, mais ce livre m'a fait. C'est-à-dire que cette idée de dualité presque schizophrénique en quelque sorte, hein, que je renvoie d'ailleurs, que je rapporte ou rapproche de la psychologie d'Adam, le fameux Adam androgyne, qui lui-même est marqué par cette espèce de dualité intérieure, de réflexion. Et celui qui n'a pas cette capacité de réflexion intérieure va dépendre de quelqu'un d'autre, va être dans l'altérité. Et le Seigneur, le Maître, il n'est pas dans l'altérité. Il est autonome. C'est qu'il est son propre maître et il est son propre censeur. Si je ne suis pas mon propre censeur, ça veut dire que je dépends d'autrui. Et ça, ce n'est pas une bonne chose sur le plan intellectuel. C'est le doute cartésien, c'est le cogito, la capacité à réfléchir avec soi-même et pas en demandant aux autres de nous faire penser. Et j'ai bien aimé ce message. Cela dit, ce qui me gêne toujours, c'est tout le temps les références philosophiques à tel et tel auteur. Je trouve ça un peu suspect, pour dire la vérité. Et beaucoup de ces philosophes, qui sont des gens agrégés de philosophie, enfin qui ont un passage par, par la littérature philosophique, un passage, pas seulement un passage, parce que ils sont imprégnés par cette littérature philosophique, eh bien ça me met un peu mal à l'aise, parce que, si vous voulez, c'est un petit peu comme les épreuves du bac, où tantôt on doit commenter un texte, tantôt on doit traiter d'un sujet. Eh bien, le commentaire de texte, c'est quand même pas génial comme formule. Hein. Un tel a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, ça évite de poser la problématique au niveau des idées, c'est-à-dire, voilà, poser un problème sans dire que c'est un tel ou un tel qui a dit ceci ou cela, sans citer telle et telle phrase de tel et tel philosophe. Et ça, c'est une espèce de tic, de travers que je regrette, et qui correspond à une forme d'impuissance à poser vraiment le problème et accéder directement à l'idée en utilisant le truchement des textes, des citations, des mots,
Et c'est toute la question justement de la maïeutique, peut-être quelque part. C'est d'arriver à lancer le débat sans passer par telle et telle citation ou tel et tel auteur. Et de répondre au débat sans penser, sans se référer forcément à tel et tel auteur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les connaître, mais il faut quand même essayer de s'exprimer par soi-même, avec ses propres mots, avec sa propre réflexion, et parfois, d'ailleurs vous savez que j'ai des préventions à ce sujet, c'est comme un compositeur qui ne ferait que interpréter des œuvres des auteurs, des compositeurs précédents, ça ne fait pas très sérieux. Eh bien c'est la même chose, un philosophe n'a pas à être l'interprète de philosophes qui l'ont précédé. C'est ce que j'appelle l'autonomie, justement. L'autonomie, c'est aussi être autonome par rapport à ce que les autres ont écrit et arriver à des conclusions ou des formulations qui ont peut-être déjà été exprimées avant lui, ailleurs, mais ça, c'est pas un problème, mais qui ne sont pas, en tout cas, organisées autour de tel et tel auteur. Arriver à penser de manière personnelle, avec sa propre langue, avec sa propre problématique, sans avoir besoin de se référer à qui que ce soit.